Tribune. 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 Tribune de l'ULB. Un point de vue. Un débat. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux, bien évidemment, de vous accueillir ce soir pour une nouvelle tribune, pour un nouveau débat, et tout particulièrement heureux d'accueillir ce soir le ministre Marc Esskens sur un problème qui est évidemment d'actualité, les nationalismes. D'actualité parce qu'il s'est exprimé dans un livre que vous avez vu à l'entrée et que je vous incite à lire, mais aussi d'actualité parce que le monde actuel voit une reprise de ces nationalismes et pas seulement dans des contrées lointaines. Ceci nous amène d'ailleurs, et par le biais des nationalismes, à repenser l'évolution de l'Europe, tout simplement, puisque de Brexit en Grexit, l'un menaçant, l'autre imposé, on est en train, par nationalisme aussi, de démanteler cette Europe qui s'était pourtant fondée sur l'histoire. Très récemment, étant au Canada, on me faisait remarquer combien il était impressionnant pour des Nord-Américains de visiter l'Europe et de voir ces cimetières. L'Amérique du Nord, que ce soit le Canada ou les États-Unis, n'a pas vraiment ces énormes cimetières qui impressionnent toujours beaucoup et sur lesquels, finalement, une partie des nationalismes, certainement, je pense aux cimetières de la Première Guerre mondiale, qui ont beaucoup contribué à former notamment la France, mais aussi pour les cimetières de la Seconde Guerre mondiale, nous rappellent que l'Europe se fonde sur l'histoire. Elle se fonde sur une perception de l'histoire. Mais je crains qu'elle n'ait aussi dans le même temps oublié l'histoire, cru qu'on pouvait fonder quelque chose qui ne tienne pas toujours compte de l'histoire. Et il y a eu, c'est vrai, dans les années 60-70, une forme de modernisme qui a parfois privilégié, et je le dis devant mon collègue Jean-Michel de Waal, parfois privilégié une science politique ahistorique ou anhistorique qui voulait construire du neuf sans suffisamment, je pense, tenir compte des tendances de fond de l'histoire. Alors, évidemment, les nationalismes peuvent apparaître comme un retour de l'histoire, et c'est un thème, je pense, qui intéressera chacun d'entre nous, et je voudrais très chaleureusement remercier le ministre d'État Marc Esskens de nous faire le plaisir à nous de s'adresser à vous ce soir, et je cède immédiatement la parole à mon collègue pour le présenter. Merci beaucoup. Bonsoir, merci Monsieur le Recteur, merci Monsieur le Ministre d'État d'être présent pour cette tribune. C'est un très grand honneur pour moi d'être associé à cette tribune comme modérateur et de devoir introduire donc Monsieur le Ministre d'État Marc Esskens, qu'il ne devrait pas être nécessaire de présenter, tant nous connaissons son œuvre, mais dont je veux dire néanmoins quelques mots, en insistant sur le point suivant qui est qu'il incarne certainement cette grande génération de politiques qui travaillèrent avec compétence. Et sa compétence, elle est signalée par le poste de professeur d'économie qu'il a occupé au début de sa carrière et à la fin de sa carrière à l'Université catholique de Louvain, qui ont travaillé donc avec compétence et dévouement à la construction d'une communauté européenne d'abord, d'une Union européenne ensuite, dans un esprit dont on peut dire qu'il fut celui d'un humanisme européen. Et je crois que l'humanisme de M. Marc Esskens se marque au fait qu'à côté de ses ouvrages techniques et qui font autorité sur des sujets d'économie et de politique, il a également une activité d'écrivain, il a publié des romans et il a également une activité de peintre.
Et cet humanisme européen est un humanisme qui s'est toujours signalé par sa capacité à associer le pragmatisme du compromis et l'attachement à la rigueur des principes, ce qui est très sensible dans le livre sur le nationalisme que M. Escans vient de publier. C'est un humanisme qui est instruit par les tragédies de l'histoire, comme le rappelait à l'instant même M. le recteur, un humanisme qui n'a pas tenu l'économie pour le but en soi, pour ainsi dire, de la construction européenne, malgré toute la compétence qu'il a fallu mettre, toute l'expertise qu'il a fallu associer au traitement de l'économie, un humanisme qui a toujours considéré l'économie comme un des instruments du dépassement du nationalisme. Et c'est cet humanisme qui, effectivement, ne peut qu'être troublé par la situation présente, qui est celle d'un retour des crispations nationalistes. Alors, il y a deux aspects ici. On peut s'interroger sur les causes du nationalisme. Qu'est-ce qui explique le retour des affects nationalistes ou des sensibilités nationalistes en Europe? Et ici, on est bien obligé de constater qu'une explication purement socio-économique ne suffirait pas, puisque le nationalisme frappe des pays qu'on peut considérer comme les gagnants, des pays ou des régions, on pense à la Flandre, qu'on peut considérer comme des gagnants de la construction européenne, des pays qui, comme le Royaume-Uni ou le Danemark, ne font pas partie de la zone euro et donc n'ont pas de difficultés qu'on pourrait imputer à la crise de la zone euro. Il y a donc d'une part ces causes du nationalisme qui restent à explorer, et M. Marc Escans, dans son livre, en dit quelques mots, en soulignant la façon, alors qu'il resterait à comprendre, dont, dans les années 90, finalement, la construction européenne a mis l'accent sur l'intergouvernementalisme plutôt que sur l'intégrationnisme communautaire. Et il y a, d'autre part, les raisons du nationalisme, c'est-à-dire les discours que tiennent les nationalistes pour justifier leur position. Et je crois qu'une des grandes forces du livre « Le nationalisme ou le recul de l'histoire » est justement de prendre au sérieux les discours nationalistes et de contrer les raisons du nationalisme sur leur propre terrain en montrant l'irrationalité profonde, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social, que sur le plan culturel, des discours nationalistes qui sont en pleine résurgence. Alors, je retiendrai ici deux phrases du livre qui marquent son début et sa fin et qui, je crois, touchent à la fois à la question des causes du nationalisme et à la critique des raisons du nationalisme. Monsieur le ministre d'État Marc Escans écrit à la fin de son livre « La multiculturalité », qui est une donnée de la globalisation, peut devenir explosive si elle ne se transforme pas en interculturalité. Et tout son livre est par ailleurs un plaidoyer pour le fédéralisme dont il définit ainsi la tâche, c'est au tout début de l'ouvrage, transcender la multinationalité pour une internationalité interculturelle. Alors, je pense que l'analyse est ici très forte. La résurgence du nationalisme, elle est liée, pour ainsi dire, dans ce blocage qui empêche de passer du multiculturel à l'interculturel, et la tâche d'une construction européenne réussie, mais également d'une construction nationale réussie à l'intérieur de la construction européenne, d'une construction non nationaliste, c'est de faire passer la multiculturalité ou la multinationalité dans l'interculturalité ou dans l'internationalité. Et je laisse la parole à M. le ministre d'État Marc Escans, que je remercie encore une fois d'être venu ce soir. Monsieur le recteur, chers collègues, Pranchère, mesdames, messieurs, chers amis, quand vous regardez les chaînes anglo-saxonnes à la télévision, de temps en temps, très souvent même, presque tous les soirs, il y a une interruption. Breaking news. On vous annonce quelque chose de sensationnel. Eh bien, je commencerai par breaking news. La Terre est toujours ronde et dure, mais le monde est plat et fluide. C'est ça la globalisation. Le monde est plat
est fluide. Il n'y a plus de frontières, ni géographiques, ni presque interindividuelles. Et le monde est extrêmement fluide, il est volatile, tout influence tout. Et tout devient au fond possible. C'est à la fois une formidable opportunité pour le genre humain, mais cela accumule aussi les contraintes. Et donc ce que j'appelle le néo-nationalisme que l'on voit aujourd'hui, un peu partout, et la conséquence est une réaction contre ce phénomène de la globalisation. Alors, mon temps est assez limité ce soir. Je comptais vous proposer 3 ou 4 réflexions. D'abord, il y a une pluralité de nationalismes. 2, il y a de bons nationalismes et de mauvais nationalismes. 3, la tension entre la multiculturalité et l'interculturalité. Et finalement, quid du nationalisme en Belgique. Alors, il y a en effet une multitude de nationalismes. Et chaque cas mérite un traité ou un doctorat. Il y a d'abord dans l'histoire européenne 2 types de nationalisme que l'on connaît assez bien. C'est, disons, pour faire un résumé un peu audacieux, le nationalisme à la française et le nationalisme à l'allemande. En France, ce nationalisme est la conséquence des Lumières, de la Révolution. C'est un nationalisme qui est basé sur le ius personae. On adhère au principe des Lumières et de la Révolution, liberté, égalité, fraternité et toutes ces applications. Et si on fait cela, on appartient au fond à une nation spirituelle, à condition qu'elle soit plus ou moins française, bien entendu. Mais c'est un nationalisme plutôt inclusif, basé sur le ius personae. En revanche, en Allemagne, c'est plutôt un nationalisme qui remonte au début de notre ère, à vrai dire, qui est plutôt un nationalisme qui s'attache à l'ethnie, au peuple, à la naissance, à l'hérédité. Blut und Boden. C'est un nationalisme qui est basé plutôt sur le ius soli. Alors ces 2 nationalismes sont parfois très forts, exprimés d'une manière extrêmement sculptée, bien prononcée au cours des siècles passés, surtout à partir du 18e, du 19e, du 20e siècle. Et on peut, en faisant un résumé peut-être un peu trop succinct, prétendre que la Première Guerre mondiale est le grand conflit entre ces 2 types de nationalisme. Mais depuis lors, beaucoup de choses se sont passées. Il y a évidemment le nationalisme économique, avec les politiques de protection économique qu'on a connues entre les 2 guerres et qui a conduit aussi au débordement que l'on a connu par après. Il y a les nationalismes qui sont la conséquence de la décolonisation. La fin des colonies, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, surtout aussi sous l'impulsion des États-Unis, pays relativement jeune, cette décolonialisation a conduit à l'indépendance d'États qu'ils n'avaient jamais connue et qui ont considéré cette nouvelle souveraineté comme un cadeau du ciel et qui en ont profité, parfois par des attitudes extrêmement nationalistes, protectionnistes, etc. Et donc, c'est un apprentissage difficile. Alors, nous avons eu, depuis la chute du mur de Berlin, quand même l'explosion de l'Union soviétique et l'implosion du communisme, avec une grande césure dans l'histoire, surtout de l'Occident, mais du monde, à vrai dire. Et donc, la fin du joug communiste imposé à pas mal de pays, et la fin aussi de la domination occidentale dans notre bloc. Il y avait 2 blocs, l'Occident et le monde communiste. Tous ces pays ont été affranchis de cette influence, et même de cette domination, et parfois de cette dictature. Et donc, souveraineté, prise de conscience de ses propres valeurs, de sa propre histoire. Et ce fut le cas dans la plupart des pays de l'Europe de l'Est.
Et si aujourd'hui, quand même après 20 ans, ces pays régulièrement manifestent encore ce souverainisme, c'est la conséquence du fait que pour eux, après la domination communiste, être soi-même, avoir son propre pays, avec ses propres institutions, sans la tutelle de l'Europe, de Bruxelles, est une joie de vivre. Et ça explique certaines attitudes, et on va savoir maintenant ce qui va se passer demain et après-demain dans les conciliabules avec la Grande-Bretagne, mais à vrai dire, les pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, ont une certaine sympathie pour l'attitude de M. Cameron, c'est-à-dire moins de Bruxelles, moins d'Europe et plus d'autonomie nationale, etc., etc. Alors, il y a un autre phénomène, évidemment, il est plutôt psychologique, c'est que le nationalisme est une réaction, comme je viens de dire, à la globalisation. La globalisation qui est extrêmement contraignante. Vous appartenez à l'élite, disons-le clairement, et il faut des élites dans chaque communauté. Il faut des dirigeants et des futurs dirigeants. Alors nous avons l'air de nous plaire dans ce monde cosmopolite. J'étais encore hier à un colloque à Bruxelles, tout se passait en anglais. J'ai assisté l'autre jour à la remise des doctorats honoris causa à l'université de Leuven. Il y avait 5 docteurs honoris causa, 4 anglophones et 1 français, et tout s'est passé en anglais. La lingua franca, worldish, souvent un mauvais anglais, mais enfin on parle anglais. L'internationalisation. Alors nous appartenons à cette élite, surtout dans les sciences. Et bon, on adore voyager, on adore avoir des contacts internationaux, on court au congrès, à des colloques, etc. Mais pour beaucoup de gens, c'est extrêmement contraignant. Dans beaucoup de carrières, on est obligé de passer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou 2 ans, ou 3 ans à l'étranger, et s'adapter, apprendre les langues, à s'insérer dans d'autres communautés, accepter la multiculturalité qui est un fait. Madame Merkel, pour laquelle j'ai cependant beaucoup de sympathie à cause de son courage politique et moral, a dit un jour « La multiculturalité est un échec ». Non, c'est inexact. La multiculturalité ne peut pas échouer puisque la multiculturalité, c'est un fait. C'est une évidence que dans une société mondialisée et globalisée, la multiculturalité devient la réalité, de plus en plus. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ici, ça ne se remarque pas encore tellement, mais à d'autres réunions auxquelles je dois participer, je vois quand même beaucoup de gens d'autres continents, visiblement d'autres continents. Et donc, pour beaucoup de gens, c'est une contrainte. Il faut vivre avec des gens qui viennent d'autres horizons, qui ont d'autres cultures, qui ont d'autres conceptions de la vie, qui ont d'autres religions, auxquelles ils croient avec une intensité variée, avec parfois des absolutismes et la conviction qu'on détient le monopole de la vérité, ce qui est toujours extrêmement dangereux. Nous devons tous rechercher la vérité. C'est ce qu'on fait dans une maison comme celle-ci. Mais une fois que vous croyez que vous l'avez trouvée, vous devenez extrêmement dangereux. Donc il faut maintenir le doute. Le doute méthodique est absolument salutaire. Maintenant, nous vivons aussi en Europe cette réaction contre, en effet, les contraintes de la globalisation, l'impact sur l'emploi, etc., etc., les multinationales qui deviennent en effet extrêmement fluides, qui se déplacent. Il suffit de retirer un avantage fiscal pour qu'on vous menace à un gouvernement de partir avec non seulement le quartier général, le headquarters, mais avec tout le monde, où on ferme l'usine. Et donc, ce genre de phénomène est extrêmement frustrant et conduit aussi à beaucoup d'anxiété. Et donc, la réaction, c'est qu'on est à la recherche d'une nouvelle base, quelque chose de solide. Il faut s'accrocher à quelque chose. À quoi? À ce que nous sommes. Ah oui, nous sommes ici depuis 2 millénaires ou davantage.
Nous sommes des Flamands, des Belges, des Wallons, des Bruxellois. Il y a aussi évidemment un nationalisme européen, dans un certain sens. On peut dire que l'intégration européenne est aussi une manifestation d'un nationalisme beaucoup plus vaste, qui englobe le nationalisme particulier, mais c'est aussi un nationalisme si on y prend garde. Alors, je dirais volontiers qu'il y a au moins deux sortes de nationalisme si on utilise un critère éthique. Il y a des nationalismes qui sont bons et il y a des nationalismes qui sont mauvais et dangereux. J'appliquerai pour faire ces distinctions une théorie que les économistes connaissent bien, c'est la théorie des jeux, avec des jeux à somme nulle, avec des jeux à somme positive, avec des jeux à somme négative. Ce sont des jeux qui essayent d'encadrer, au fond, largement mathématiquement, les conflits. Un jeu à somme négative, c'est un jeu, avec deux parties opposées, où tout le monde perd. Par exemple, une guerre moderne est un jeu à somme négative pour tout le monde. Une guerre nucléaire est une catastrophe pour tout le monde. Un jeu à somme positive, c'est un jeu où tout le monde gagne, les deux parties. Et il y a des formes de nationalisme où, en effet, les deux parties gagnent, ou davantage, de multiples parties. Par exemple, si une région se redresse économiquement, elle va exporter, elle va attirer des investisseurs, aussi d'autres régions, d'autres communautés, d'autres pays, tout le monde y gagne. Donc, le redressement économique de la Wallonie est un jeu à somme positive pour tout le monde en Belgique et même en dehors. Idem pour la Flandre. Idem pour toutes les régions européennes. Pour les pays également. Un autre jeu à somme positive, c'est évidemment le développement culturel, la culture, les arts, créer la beauté, la créativité, l'innovation, sur le plan scientifique également, ce sont des jeux à somme positive. Mais alors il y a le cas qui est surtout un peu idéalisé, autour duquel s'est articulée toute une discussion presque idéologique, il y a les jeux à somme nulle. Ce sont des jeux avec des gagnants et avec des perdants. Là, je trouve qu'il faut allumer les feux rouges ou au moins les clignotants. Le jugement n'est pas simple, mais dans un jeu à somme nulle, il y a évidemment des perdants. C'est-à-dire que le développement, l'avance, l'expansion d'un des partenaires se fait au détriment de l'autre. Et alors je trouve qu'il faut dire attention, on va trop loin, c'est dangereux. Parce qu'alors on crée une situation conflictuelle qui n'est pas terminée par le jeu, qui peut continuer par d'autres jeux. Alors en Belgique, on a les deux. Le développement culturel de la Flandre a été évidemment un jeu à somme positive. Vous n'êtes pas sans savoir que le mouvement flamand a quand même eu pour conséquence que l'on a mis en valeur les grands artistes du passé, les peintres, les musiciens, les polyphonistes, et puis les écrivains. D'abord des écrivains flamands qui écrivaient en français, comme Maeterlinck, etc., mais puis les Verhaeren, et puis les Flamands, etc. Et puis cette grande communauté culturelle avec les Pays-Bas, qui comptent quand même 17 millions d'habitants, et 6 millions de Flamands en Belgique, ça fait quand même 23 millions, c'est pas rien et c'est important. Et au fond, ça bénéficie à un meilleur aspect de la carte culturelle de toute l'Europe. Ça bénéficie à tout le monde. Par contre, le nationalisme a parfois aussi des aspects de jeu à somme nulle avec des perdants. Si la Flandre, ou certains partis en Flandre, réalisaient ce qu'ils veulent faire, ce qui est dans leur programme, par exemple, la scission totale de la sécurité sociale,
on en arrive à une situation avec des perdants et des gagnants. La Flandre y gagnerait à première vue et dans un premier temps, bien qu'en Flandre, il y a beaucoup plus de pensionnés qu'en Wallonie, la population est plus âgée, là, il faut faire les comptes et faire les calculs, mais enfin, globalement, il est évident que si on scindait la sécurité sociale, alors qu'aujourd'hui, il y a pas mal de transferts du nord vers le sud à travers la sécurité sociale, si on opérait une scission totale, il y aurait en Wallonie pas mal de perdants. Selon certains calculs, entre autres par la faculté d'économie de mon université, il est évident que le taux de pauvreté probablement doublerait en Wallonie et passerait de 10% à 16%, 18%, 20%. C'est énorme. Alors là, je dis, il y a une balise morale, éthique à ne pas franchir. Attention, ne faites pas cela, parce que c'est immoral. C'est contre l'esprit des droits de l'homme. Lors de la 6e réforme de l'État, on a quand même plus ou moins commencé par scinder la sécurité sociale, puisque aussi bien les allocations familiales sont maintenant de compétences de nos communautés. D'abord, c'est inextricable à Bruxelles, il n'y a pas moyen d'appliquer ça à Bruxelles, puisque Bruxelles, c'est évidemment la multiculturalité à la énième puissance. Comment attribuer des allocations familiales qui seraient alors différentes aussi? D'abord, il se pose là aussi un premier problème moral. Est-ce qu'on va traiter un enfant de manière différente parce que ses parents parlent une autre langue? Et deuxièmement, si on veut le faire, comment le faire? Qui est flamand? Qui est wallon? Qui est bruxellois? Qui est d'origine allochtone? Qui est allochtone? Qui est belge? Qui n'est pas encore? Qui est en voie de naturalisation? Comment l'appliquer? C'est donc parfaitement irréaliste, inexplicable. Mais donc, il est important de faire ces distinctions entre les nationalismes qui sont, au fond, honorables et des nationalismes qui sont dangereux, qui sont pernicieux et qu'il faut donc quand même essayer de combattre ou d'éliminer de l'évolution politique. J'en viens à la multiculturalité. Et comme vous avez dit tout à l'heure, ma conviction, c'est que le grand défi, c'est de transformer cette multiculturalité qui est inévitable, qui est un fait majeur et dominant, en interculturalité. Au fond, ce qui arrive aujourd'hui avec les réfugiés est un test colossal. Il y a deux phénomènes qui se chevauchent. Un, l'immigration. Nous sommes tous des immigrés. Moi, j'étais jeune professeur à Louvain en 68 et on écrivait sur les murs « Nous sommes tous des étrangers ». Cela est parfaitement vrai. Les Européens, ils viennent des hauteurs de Pamir, quelque part dans le Caucase, à partir de 12 000 avant Jésus-Christ. Il y a un petit temps, mais quand même, nous sommes tous des étrangers. L'Europe était inoccupée, sauf par quelques nomades. Et c'est une invention majeure qui a permis à ces peuplades du Caucase de descendre dans les plaines européennes, surtout bénéficier du transport moderne qui était offert par l'existence de grandes rivières et des grands fleuves. Mais une invention qui a beaucoup aidé, c'est la domestication du cheval. Et ainsi, l'Europe s'est peuplée petit à petit. Nous sommes au fond des Caucasiens, au point que cela s'apprend dans le monde anglo-saxon, et plus particulièrement aux États-Unis. Les élèves apprennent ça en classe, et quand vous vous promenez aux États-Unis, dans le Deep America, et on vous demande « Where are you from ?» Il ne faut pas dire « I'm from Belgium », parce que là, ils ne savent pas où ça se situe. Quand vous dites « I'm from Brussels », là, ils connaissent plus ou moins « Oh, yes, the capital of Europe, yes. And Brussels, is that also the capital of Denmark? The Netherlands?
Oh, Belgium, yes, Belgium. Alors ils disent, oh, you're from Europe. Then you are a Caucasian. Ça, ils apprennent à l'école, et c'est la vérité. Donc, nous sommes tous des étrangers. Mais enfin, il y a étrangers, étrangers. Nous sommes ici quand même depuis au moins 14 millénaires et même davantage. Alors, cette multiculturalité est, dans son intensité, un phénomène relativement récent, et je voudrais dire, l'immigration est une nécessité. Le problème des réfugiés pose problème. 1. L'immigration est une nécessité. Ce que je dis, dans beaucoup de milieux, est extrêmement impopulaire. Un homme politique qui dit ça aujourd'hui, il risque de perdre toutes ses voix aux prochaines élections. Il y a une note, un rapport secret dans les tiroirs de la Commission européenne, étude extrêmement touffue, dont la conclusion est que la démographie européenne est en chute verticale, particulièrement en Allemagne, et que si on veut maintenir notre population active au niveau actuel, qui finance d'ailleurs notre sécurité sociale dans des régimes de répartition, il faudrait en Europe, chaque année, 1 million d'immigrés. Une immigration de 50 millions dans le prochain demi-siècle. 50 millions d'immigrés si on veut maintenir la population. Des immigrés dont le taux de fertilité serait plus élevé que le taux actuel de, j'allais dire, de nos femmes et des filles, qui n'est que de 1,8. C'est trop peu, il faut 2,2 pour maintenir la population. Et donc, il faut en effet une immigration de gens qui soient capables de s'intégrer, évidemment, des gens qui puissent travailler, qui puissent apprendre un métier et qui puissent apporter la force de leur caractère, de leur énergie à notre économie et à notre société. 50 millions, c'est pas rien. Donc l'immigration est plutôt un phénomène positif si on peut l'organiser. Par contre, le problème des réfugiés, c'est un autre phénomène. Ces réfugiés que l'on voit naviguer sur la mer, c'est évidemment extrêmement pathétique. C'est la conséquence de la guerre, des guerres multiples. Après le déraillement total du printemps arabe, qui a suscité un immense espoir, qui a complètement échoué, aussi par certaines maladresses commises aussi par certaines puissances occidentales. Et donc aujourd'hui, on est là devant ce phénomène énorme qui est extrêmement poignant et où il faut dire très clairement être réfugié politique, fuir la guerre, c'est un droit. C'est un droit de l'homme. C'est dans les traités. C'est dans la Déclaration universelle, c'est dans la Charte des Nations unies, c'est dans beaucoup de traités. Donc il faut appliquer ces traités. Il faut les accueillir. Il faut s'organiser. Ce n'est pas simple. La Turquie est submergée. 2 millions de réfugiés. Au Liban, 1 million. En Jordanie, 800 000. En Europe, depuis le début, enfin depuis la guerre en Syrie, nous en avons 1,5 million. Nous en avons pour l'instant un nombre qui représente 0,4% de la population européenne autochtone. En théorie et en principe. Également en principe éthique, partagé par les 28 membres de l'Union, ça devrait être gérable d'une manière humaine, humaniste, mais ça ne l'est pas. On en discute aujourd'hui entre ministres européens, chefs d'État et chefs de gouvernement. Parce que là aussi, il y a les égoïsmes collectifs. Et puis, en effet, certains pays sont davantage touchés que d'autres. En Grèce, évidemment, avec toutes leurs îles, ce n'est pas si facile à faire une sélection efficace.
Mais en théorie, et peut-être, j'espère en pratique, on pourrait dire, voilà, cette affluence des réfugiés est un drame, est un problème, mais est aussi une opportunité. Puisque nous avons besoin d'1 million d'immigrés par an, on peut peut-être faire un tri et essayer de les former, de les intégrer et d'en faire des gens comme nous, qui vont nous aider à améliorer notre façon de vivre, en s'insérant bien entendu dans nos échelles de valeurs, mais pas d'une manière trop opprimante. Il faut une intégration suffisante, mais il ne faut pas d'assimilation. Il ne faut pas marcher sur leurs âmes. J'ai assisté jadis, quand j'étais encore au Parlement, à un débat où le Vlaams Belang avait déposé une proposition de loi interdisant aux gens venant du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord d'encore construire des mosquées en Belgique. C'est contraire à la liberté religieuse. Leur réponse était de dire, et c'est une réponse qui convainc pas mal de gens, oui, vous avez raison en théorie, mais essayez un peu de construire une église catholique ou orthodoxe ou protestante dans un pays arabe, ben vous serez pendu. Là, c'est impossible. C'est possible que c'est impossible, que ce soit impossible. Mais alors je dis, notre échelle de valeur est quand même, sous cet aspect-là, peut-être plutôt, je ne vais pas dire meilleure, mais plus humaine. Et donc, cette asymétrie, nous l'espérons, qu'elle va se transformer progressivement en symétrie. Nous avons eu cette expérience dans notre histoire européenne aussi, lors des guerres de religion. Finalement, c'est quand même la tolérance religieuse qui a gagné. Et donc, transformer la multiculturalité en interculturalité, chers amis, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de traitement psychologique. Quand vous lancez le slogan « Eigen volk eerst », on touche pratiquement chez tout le monde une fibre très sensible. « Eigen volk eerst », c'est évident. Tous ces étrangers, ils viennent prendre le travail, ils salissent tout, sont des profiteurs, ils bénéficient des allocations familiales alors qu'ils n'y ont pas droit, etc. Enfin, vous connaissez ce genre de simplisme, mais donc, eigen volk eerst, ah, c'est évident, pourquoi pas? Nous défendons aussi notre famille et nous-mêmes. C'est de l'autodéfense. Et vous voyez maintenant ces réactions, eigen volk eerst, en Pologne, en Hongrie, dans d'autres pays de l'Est. En Grèce, évidemment, la Grèce est très malheureuse, n'est-ce pas? D'abord, la Grèce, économiquement, financièrement, était en faillite, suite à pas mal de malgoverno, et maintenant, ils sont confrontés à ce flux de réfugiés, avec évidemment trop peu d'aide et de solidarité des autres pays, ça c'est clair. Mais oui, eigen volk eerst, c'est un slogan diaboliquement habile, qui touche beaucoup de gens, y compris chez nous, y compris en Flandre. Et donc, il faut avoir le courage de s'y opposer, de décoder ce slogan, de le démembrer et de montrer qu'il est pernicieux et autodestructeur. Autodestructeur. Ce n'est pas avec cela qu'on construit un avenir. J'en viens un instant à ce qui se passe en Europe. Oui, il faut organiser l'accueil des réfugiés. Est-ce qu'il faut quelque part un plafond? À vrai dire, ce serait contraire au traité. Quelqu'un qui est réfugié politique, qui fuit la guerre, il a le droit à être accueilli ailleurs. D'ailleurs, les plus âgés parmi nous, et surtout leurs parents, vos parents, peut-être et souvent, ont été des réfugiés en 1940. Moi, j'ai suivi mes parents sur les routes de France, comme petit garçon. Je comprenais à peine ce qui se passait, mais de temps en temps, il fallait quitter la route, parce qu'il y avait les Stuka allemands
qui piquaient sur les cortèges de réfugiés pour les mitrailler. C'est pas gai. Nous étions des réfugiés et quand même accueillis en France. Et mes grands-parents, pendant la Première Guerre mondiale, enfin ma grand-mère, mon grand-père était au front à l'Isère, ma grand-mère s'est réfugiée aux Pays-Bas, comme beaucoup d'autres Belges, les Pays-Bas étant neutres pendant la Première Guerre mondiale. Donc, tôt ou tard, on est tous un peu des réfugiés. Mais, en effet, ça n'est pas simple politiquement. Il faut évidemment convaincre toujours une majorité dans une démocratie qui est excitée par un populisme facile et par beaucoup de démagogie. Ça pèse évidemment sur l'Europe aujourd'hui, qui a d'autres problèmes. L'économie est un peu léthargique, il y a une déflation un peu implicite. Dans l'économie européenne, il y a l'effondrement des prix du pétrole, il y a de graves problèmes économiques en Chine, etc. Tout cela s'accumule. Et donc, le problème aussi du climat. Et je dis souvent, ce sont les problèmes du long terme qui sont les plus urgents. C'est maintenant qu'il faut résoudre le problème climatique qui va se poser dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. C'est maintenant qu'il faut commencer à prendre les mesures. C'est le long terme qui est souvent le plus urgent. Mais comment gagner des élections avec le long terme, alors que la durée de la législature est de 4 ou de 5 années, et encore, parfois, beaucoup plus courte. Donc, ça n'est pas facile. Être homme politique et femme politique aujourd'hui, ça n'est pas simple. C'est extrêmement compliqué. J'en viens à la Belgique. La Belgique est aussi touchée par des crises de nationalisme comme la Catalogne, comme l'Écosse, parfois un peu la Bavière, le Pays basque, etc., le nord de l'Italie. Tout ça semble sympathique auprès des gens, auprès des électeurs. Et quand on dit aux gens, comme on a dit en Flandre pendant de nombreuses années, c'était le premier gouvernement flamand qui a dit ça, « Wat we zelf doen, doen we beter ». Évidemment, ce qu'on fait soi-même, on le fait beaucoup mieux. Heureusement aujourd'hui qu'il y a pas mal de gros dossiers qui se posent à la Flandre et qui ne sont pas résolus du tout. Comme le problème de la périphérie autour d'Anvers et d'autres dossiers extrêmement difficiles. Non, ce qui se passe en Flandre est évidemment la conséquence de cet anti-globalisme. Les nationalistes flamands, y compris la NVA, sont au fond anti-européens. Le Vlaams Belang l'est ouvertement, la NVA l'est d'une manière au fond implicite. Au Parlement européen, les membres de la NVA font partie d'une fraction, d'un groupe parlementaire qui est un groupe d'eurosceptiques. Ils sont contre Bruxelles à deux titres. Bruxelles, capitale de l'Europe, ils préfèrent la souveraineté flamande, et Bruxelles, capitale de la Belgique, un État évidemment qu'ils veulent au fond démanteler. Au sein de l'NVA, il y a deux tendances. Ils sont tous séparatistes. Ils ont une dent contre la Belgique. Et soyons clairs, cette dent a poussé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que, quand vous étudiez de près les dossiers individuels, il est exact que beaucoup quand même de dirigeants de la NVA aujourd'hui, on ne peut pas reprocher aux enfants les stupidités et les erreurs de leurs parents ou de leurs grands-parents, mais leurs parents, les grands-parents, souvent ont eu des sympathies pour l'occupant pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme ce fut le cas pendant la Première Guerre mondiale. Ce sont les Allemands qui, pendant la Première Guerre mondiale, ont flamandisé l'université de Gand. Une exigence flamande depuis 50 ans. Il est évident que l'État belge, dominé par les francophones, a commis de graves erreurs psychologiques à l'égard, au fond, de la majorité de la population belge qui était flamande. Et ces frustrations ont conduit à des erreurs monumentales qui ont été réprimées après les deux guerres. Et donc, oui, en effet, non seulement frustration, mais haine contre la Belgique dans une génération de jeunes flamands. Et
c'est quelque chose qui a encore de l'influence aujourd'hui, et même une influence importante. Et de là, oui, la Belgique, ça ne sert à rien, il n'y a plus de valeur ajoutée, il faut que ça se termine. Alors, il y a les séparatistes actifs, qui cherchent tout incident pour déstabiliser la Belgique. Par exemple, en créant des erreurs, des gaffes ou des scandales au niveau de la Cour. Tout ce qui affaiblit la monarchie est évidemment du pain béni pour les séparatistes. En insistant sur les transferts du Nord au Sud, en disant aux Flamands, mais tous les 2 ans, vous payez aux Wallons, qui ne travaillent pas assez, la contre-valeur d'une Volkswagen. Ça frappe l'imagination. Ce sont des séparatistes actifs. À la télévision flamande, Madame Holmans, qui est vice-présidente du gouvernement flamand, a déclaré qu'elle croit et elle espère qu'en 2025, ce sera la fin de la Belgique, au plus tard. Par contre, un homme comme De Wever, qui est un historien, qui est peut-être plus intelligent, sûrement, il n'est pas un séparatiste actif, c'est un séparatiste passif, c'est-à-dire, il est convaincu, selon les lois de l'histoire, que l'Europe va se défaire. D'ailleurs, on peut avoir comme certaines craintes, et que finalement, ce qui va demeurer, ce n'est pas l'Europe des nations, mais c'est l'Europe des régions. Ça, c'est évidemment un romantisme absolu. Moi, j'ai vécu l'Europe de près, et aussi le comité des régions. Il y a, je crois, pour l'instant, dans l'Europe des régions, plus de 200 membres, 200 régions. Gouverner l'Europe à 28 est déjà un casse-tête épouvantable, à 200 c'est impossible, c'est la fin de l'Europe, évidemment. C'est le retour au Moyen-Âge, c'est le retour à la féodalité. Alors, nous avons fait la 6e réforme de l'État. À mon avis, et je le dis clairement, c'est la dernière réforme. Il ne faut pas aller au-delà. On a donné de très vastes compétences à nos 3 régions et nos 3 communautés. Au point que M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, a demandé à notre ministère des Affaires étrangères de lui procurer une note succincte sur le fonctionnement du fédéralisme belge, car les Russes aimeraient beaucoup que notre formule soit appliquée à l'Ukraine. Et Lavrov est intéressé dans 2 aspects. Premièrement, un fédéralisme à 2 étages, région et communauté. C'est très astucieux. La Belgique des régions, chers amis, ce fut une exigence de la Wallonie dans les années 60. Quand les graves problèmes commençaient à se poser pour la sidérurgie wallonne et le charbonnage qu'il fallait fermer, moi j'ai dû gérer le dossier sidérurgique quand j'étais ministre des Affaires économiques, c'était extrêmement pénible, socialement aussi. Les Wallons disaient, bah, il faut nous donner nos responsabilités, n'est-ce pas? On va faire ce qu'il faut faire nous-mêmes, hein? On n'a pas besoin des Flamands ni des Bruxellois. Nous allons tirer notre plan. En bon allemand, wir schaffen das, en wallon. Bon, impossible, évidemment, totalement réaliste, mais enfin quand même. Et donc, quand mon père a fait la première réforme de l'État en 1970, la première révision de la Constitution, dans un sens fédéral, on a additionné les 2 exigences. Le fédéralisme et l'autonomie régionale, exigence wallonne, alors que du côté flamand, on préconisait l'autonomie culturelle. Les langues, l'enseignement, les universités, la culture, etc., la télévision, bon. Et comme souvent, on a additionné les 2. On a donné raison aux 2. Et donc, on a fait un fédéralisme belge à 2 étages, 3 communautés et 3 régions. Ça intéresse beaucoup les Russes. Car en Ukraine, il y a beaucoup de régions différentes, avec des atouts économiques divergents, mais il y a aussi plusieurs communautés culturelles différentes. Il y a à l'est une communauté qui parle russe,
et qui est orthodoxe. Et à l'ouest, il y a une communauté qui parle ukrainien et qui est uniate. C'est une secte plus ou moins catholique, enfin bon. Eh bien, Lavrov dit on va leur donner leur autonomie et à la fois culturelle, linguistique et économique. Et il y a un deuxième aspect qui intéresse les Russes, c'est que notre fédéralisme, il va tellement loin qu'il donne la compétence à nos régions de négocier des traités internationaux avec des pays étrangers. La Flandre a des traités avec les Pays-Bas, avec l'Afrique du Sud, avec beaucoup d'autres pays, la Wallonie, idem. Et donc Lavrov s'est dit, alors l'Ukraine de l'Est pourrait négocier un traité de coopération avec Moscou et l'Ukraine de l'Ouest avec Bruxelles. Et tout est réglé. Et il y a une certaine logique dans ces raisonnements que je ne désapprouve nullement. Le problème est à Kiev, chez les gouvernants d'aujourd'hui, qui sont extrêmement conservateurs, qui sont contre toute réforme institutionnelle et qui sont très influencés par, disons-le clairement, par la mafia. D'ailleurs, une crise politique latente à Kiev, il suffit de lire la presse d'aujourd'hui et d'hier. Donc, je répète, je crois que la 6e réforme de l'État est la réforme ultime. Peut-être que dans certains domaines, on a déjà été trop loin. Par exemple, les allocations familiales. Par exemple, le commerce extérieur. Nous sommes heureusement un pays avec beaucoup de multinationales, mais nous sommes aussi un pays de beaucoup de multirégionales, dont on parle moins, mais beaucoup d'entreprises ont des sièges, et en Flandre, et à Bruxelles, et en Wallonie. Et donc, ça c'est la réalité économique. Et donc, oui, quand on voit le contenu de la 6e réforme de l'État, savez-vous que le budget de la Flandre est supérieur au budget de l'État fédéral, si on ne tient pas compte de la sécurité sociale qui est aussi subsidiée par l'État, mais qui est payée largement par les employeurs et les employés. Bon, donc les compétences, la dévolution de compétences est énorme. Nous avons un système fédéral qui, au fond, a aussi des aspects de confédéralisme. Car, en Belgique, il n'y a pas de hiérarchie des normes. En Allemagne, vous avez cette règle « Bundesrecht bricht Landesrecht ». Le pouvoir fédéral peut changer des lois votées par les Länder. En Belgique, impossible. Nous n'avons pas de partis nationaux. Ce sont tous des partis régionaux. Nous n'avons pas de circonscription fédérale. Le Parlement, c'est le Parlement représentatif de la démocratie, mais il faut bien savoir que tous les élus appartiennent à leur région et à leur communauté. Il n'y a pas de Belges au Parlement belge, à vrai dire. Donc tout cela est un peu le confédéralisme. Évidemment, l'ANVR veut aller beaucoup plus loin. Ils sont maintenant en train de réécrire leur projet en proposition de loi. Quand vous lisez ce texte, parce qu'ils l'ont approuvé à un congrès il y a 2 ans, c'est évidemment complètement absurde. C'est l'antichambre de la séparation. Dans le modèle confédéral de l'NVA, il n'y a... Peut-être que le roi peut rester, mais un roi alors purement protocolaire, qui inaugure les chrysanthèmes et coupe les rubans, pour le folklore et pour l'amusement des masses. Mais il n'y a plus de Premier ministre fédéral. Le Premier ministre est supprimé et remplacé par une tournante. À tour de rôle, un des ministres présidents des régions sera le premier. Il n'y a plus de gouvernement fédéral. Il y a des réunions hebdomadaires ou mensuelles des 3 gouvernements régionaux. Il n'y a plus de fiscalité fédérale. Tous les impôts sont levés par les régions, qui décident ce qu'ils mettent encore ensemble pour, par exemple, financer la défense nationale, notre contribution à l'OTAN. Enfin, tout ça est extrêmement réduit. Il n'y a plus d'ambassadeur de la Belgique. La Belgique serait représentée, selon une carte à répartir, une carte mondiale,
par des représentants de la Flandre, de la Wallonie et de Bruxelles, qui en même temps représenteraient aussi la Confédération, la Confederatio Belgica. Bon, ça n'est plus un pays. Ça ne tient pas. D'ailleurs, dans l'histoire, vous savez, il y a eu quelques expériences confédérales. En Belgique aussi. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Belgique, il y a la révolution brabançonne de 1789 à 1791, ça n'a duré que 2 ans, avec comme grands dirigeants Vonck et Van der Noot. C'était une révolte, au fond, contre les Autrichiens. Et ça a été absorbé par après par l'occupation française, à l'époque de Napoléon, bien entendu. Et on appelait nos provinces, qui constituaient cette confédération, les États-Unis Belgique. Belgique étant un adverbe. Ça n'a duré que 2 ans. Aux États-Unis, après la guerre d'indépendance de 1776, etc., on a d'abord constitué une confédération des 13 ex-colonies britanniques. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché sur le plan financier. Et le grand fédérateur aux États-Unis, ce n'est pas Washington, c'est le ministre des Finances, Hamilton. C'est Hamilton qui a dit, voilà, ça ne va pas. On était criblé de dettes, il faut une trésorerie nationale, il faut des impôts nationaux, et on crée une fédération. On a déplacé le siège, d'abord de New York à Philadelphie, et puis de Philadelphie à Washington. Donc toutes les confédérations ont raté. Mais il y a évidemment des confédérations qui sont un peu un club, une association comme le Benelux. On peut dire que le Benelux était une confédération, mais avec une structure extrêmement large, avec très peu de discipline. Chacun, au fond, détient un droit de veto. On fait ensemble ce qu'on veut bien faire ensemble. Conclusion, il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore du confédéralisme. Je plaide dès maintenant pour qu'en 2019, à la fin de la législature, on ne vote pas une loi, avant la dissolution, qui énumère les articles de la Constitution à modifier. C'est extrêmement dangereux. Il faut clairement dire à la NVA, au cours de la prochaine législature, de 2019 à 2024, pas de réforme de l'État. Je ne sais pas comment ils vont réagir. Parce qu'alors, ils devront se présenter devant leurs électeurs de Bill and Bloat. C'est extrêmement gênant pour eux parce qu'il faut bien savoir qu'il y a au moins 150 000 électeurs du Vlaams-Belang qui ont voté pour la NVA et qui sont des séparatistes assez convaincus, qui vont probablement retourner vers le Vlaams-Belang. Le Vlaams-Belang qui, selon les sondages, monte à nouveau dans la sympathie des électeurs à cause de leur attitude extrêmement dure à l'égard des réfugiés. Donc, il ne faut pas faire de concessions, je crois, à la NVA, mais il ne faut pas non plus se cantonner dans une attitude tout à fait négative, niet, 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 non à tout. Il y a un problème en Belgique. Il y a des dysfonctionnements. Notre fédéralisme n'est pas assez coopératif. Il faut donc réfléchir dès maintenant à mettre en place des mécanismes d'une meilleure coopération, sans modifier la Constitution, en négociant des accords de coopération entre les 3 régions et les 3 communautés. C'est parfaitement faisable. Par exemple, le comité de concertation, qui est au fond notre super gouvernement, avec le fédéral et les 3 régions. Il faut améliorer son fonctionnement, il faut établir des règles, il faut une certaine régularité dans les réunions, avec des agendas qui sont préparés, avec des procédures. Au fond, on pourrait prévoir une procédure d'arbitrage, comme c'est le cas dans beaucoup de pays fédéraux, par le Sénat, qui tombe maintenant en miettes et en ruine, sous la pression de la NVA. Mais non, le Sénat peut être utile, mais dans un autre cadre, un peu comme en Allemagne, le Bundesrat. Le Bundestag, c'est le Parlement, le Bundesrat est une chambre des régions, des Länder, mais qui peuvent arbitrer des conflits, etc., etc. Donc, moi j'espère que les partis intelligents
de notre pays puissent réfléchir, ceux qui appartiennent aujourd'hui à la majorité, ceux qui appartiennent à la minorité, pour qu'en effet, on élimine certains dysfonctionnements, qu'on cesse de parler d'étrangers d'un État failli, ce qui est faux, mais nous avons évidemment des problèmes, il faut être suffisamment lucide. Alors parfois, la sagesse vient d'autres continents. J'étais en voyage il y a quelques années au Cameroun, dans la partie francophone, et le matin, dans ma chambre d'hôtel, on me glisse un journal local sur la porte de ma chambre, et je vois une immense en-tête, visite d'un ministre belge. Et puis ma photo en première page, comme celle-là, mais encore plus jeune. C'est l'air déjà flatté, mais c'est encore plus jeune. Alors, un grand article sur la Belgique, avec une première phrase qui mérite d'être taillée dans le marbre. Et cette phrase est la suivante. Le royaume de Belgique est une république dont le roi s'appelle de Koning. C'est magistral comme résumé. Tout est là-dedans. La Belgique est évidemment une monarchie, mais c'est aussi une république. Nos 3 régions sont des républiques. Les ministres régionaux ne prêtent pas serment chez le roi. Nos régions font des décrets qui sont au fond des lois, qui ne sont pas contresignés par le roi. Ce sont des républiques. Et évidemment, dans un pays plus ou moins bilingue, le roi s'appelle de Koning et de Koning s'appelle le roi. Tout est là-dedans. Voilà, j'en termine. Je dois malheureusement aller à une autre réunion. Et donc, oui, les questions, ce sera, monsieur le recteur, pour votre prochaine invitation que j'ai beaucoup appréciée et je vous remercie de votre attention. Voilà, comme vous l'a dit, Monsieur le Ministre, nous n'avons malheureusement plus de temps pour les débats. Je pense néanmoins qu'il nous a énormément éclairé par son exposé et vous pourrez lire son livre si ce n'est déjà fait et constater qu'il a donné aujourd'hui des éclairages d'actualité sur des analyses qu'il a déjà produites. Nous le remercions très sincèrement. Il y aurait eu énormément de questions, que ce soit sur ce bon nationalisme et ses rapports avec l'interculturalité. Peut-être que le bon nationalisme est un nationalisme toujours provisoire, ou que ce soit sur les enseignements pour l'Europe elle-même de ce qu'il nous a dit sur le confédéralisme et ses dangers, mais comme il l'a dit, ce sera pour une autre fois. Nous le remercions très sincèrement, nous vous remercions pour votre présence. Bonne soirée. Tribune. Tribune de l'ULB. Un point de vue. Un débat.